Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction aujourd'hui le Kasaï oriental, au cœur de la République démocratique du Congo, une des régions les plus riches du monde, riche en sous-sol, doit-on préciser, car en surface, la pauvreté est terrible pour les habitants qui n'ont que des miettes, des millions de dollars qui s'échangent sur le marché du diamant, dont cette zone est l'un des plus gros producteurs au monde. Et c'est dans cette région difficile d'accès pour les journalistes que Caroline Dumais et Damien Guessant-Kofi se sont rendus pour suivre une campagne électorale tendue pour la présidentielle et législative du 28 novembre. Nous sommes au centre de la République démocratique du Congo, au cœur du Kasaï oriental. Le long de la rivière Lubilanji, on creuse sans répit et on tamise inlassablement la terre rouge du pays. Cette région minière, longtemps interdite aux étrangers, est l'une des plus riches du continent. On appelle ça dabadab. Mais derrière ces diamants, de l'autre côté du pont, près de 4 millions de personnes s'agglutinent. C'est la troisième agglomération du pays, l'une des plus riches, mais l'une des plus pauvres aussi. Mbuji-Mayi fournit peut-être le quart de la production mondiale de diamants industriels. La plupart de ses habitants n'ont pas l'eau courante. Qu'importe, en ce mois de novembre, on ne pense qu'à la politique. Il y a ceux qui roulent pour le président sortant Joseph Kabila et leur représentant qui avance en fanfare, c'est le gouverneur de la province. Cet ancien diamantaire, devenu milliardaire grâce à un diamant de la taille d'une boîte d'allumettes, avait été élu comme candidat indépendant en 2006. Depuis, il a été nommé gouverneur. Il porte la casquette du parti au pouvoir. Du changement ? Bien sûr qu'il y a du changement. La route qui passe à côté qu'on est en train de faire, est-ce que c'était comme ça avant? Non? Alors il y a du changement. Et pour mieux convaincre, le gouverneur a ses méthodes. Il laisse toujours derrière lui ce qu'il appelle une collation. Combien par personne? Les grandes personnes, 1500, les petits enfants, 500. Ceux qui ont fait le déplacement recevront au moins 50 centimes d'euros. Mais écoutez, dans notre culture, pour accéder au pouvoir coutumier, vous avez besoin de remettre quelque chose de symbolique. Donc, quand vous êtes autour d'une table, vous parlez de quelque chose, on vous accueille. Après, vous devez laisser un verre d'eau. Ce verre d'eau se traduit par un geste qui n'est pas une corruption en fait. On ne corrompt pas parce que cette population elle-même, elle a organisé tout ça, elle m'a accueilli. Ce sont nos militants, les militants du parti. Donc deux fois, quand on laisse cela en bloc, ils n'ont pas confiance en celui qui prend. Ils préfèrent que chacun touche individuellement et c'est fini. Ce n'est pas de la corruption. Mais le petit geste provoque souvent la bagarre. À Mbuji-Mayi, on est prêt à tout pour survivre. Les 3/4 de la population sont en dessous du seuil de pauvreté. La MIBA, une société minière qui faisait vivre jadis près de 300 000 personnes, fonctionne au ralenti. Certains employés ont 3 ans d'arriérés de salaire. C'est autour de cette entreprise pourtant que la ville avait été construite. Le joyau du pays produisait à la belle époque plus de 600 000 carats par mois. Mais elle a servi de vache à lait à tous les présidents du pays. Le maréchal Mobutu s'en servait comme d'une caisse personnelle. Laurent Désiré Kabila lui a fait supporter l'effort de guerre. Et sous Kabila fils, des contrats léonins passés de gré à gré avec des sociétés étrangères ont fini par l'achever. Aujourd'hui, la MIBA tente de remonter la pente. Le gouvernement a injecté 10 millions de dollars en octobre 2010. La société a remis en service de laverie. Mais elle aurait besoin de beaucoup plus pour éponger ses dettes qui limitent ses ventes à l'étranger. Alors, pour éviter que ces diamants ne soient saisis, elle organise sur place des ventes à la criée. Les comptoirs évaluent le diamant et l'on vend 3 dimanches sur 4 aux plus offrants.
Qui offre mieux? Qui offre mieux? Oui, Dedel. 2200 pour la cabaye. Oui, Solidium. 2210 pour Solidium. Le système permet d'avoir au moins un peu de trésorerie. Retenez-vous bien, c'est le comptoir qui détient le maillot jaune pour la grosse vente à la mi-bas, parce que jusqu'à présent, ce comptoir a acheté 115 075 carats pour un chiffre d'affaires de 2 334 384 $. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour KB Esperel. Pour une entreprise qui a repris sa production en mars dernier, après 2 ans d'interruption totale, l'effort est louable, mais il est encore insuffisant. Notre plan de relance prévoit que les paiements des salaires soient pris en charge par notre État, l'État congolais, donc le gouvernement de la République. Et il est question que lorsque l'AMIBA aura atteint une production suffisante, c'est-à-dire lorsque cette production pourra générer des revenus qui pourra lui permettre de se prendre en charge, c'est à ce moment-là qu'AMIBA pourra se prendre en charge. Dans les rues de la ville, la relance ne se fait pas sentir et malgré les promesses, la province se sent toujours aussi oubliée. 3 routes seulement ont été rénovées dans les 5 dernières années. Au marché des diamants, les affaires ne sont pas bonnes. Les creuseurs, dit-on, ont abandonné leur poste pour faire de la politique. Quant aux acheteurs, ils reviendront après les élections. Le sort des diamantaires ne s'est pas amélioré. Le son de cloche est unanime. Il faut changer de régime. Leur monsieur, M. Kabila, il n'a rien fait dans notre pays. Son gouverneur qui l'a mis ici en province, il a instauré une taxe pour exporter du diamant dans le pays. Donc à l'intérieur du pays, il faut payer une taxe. Et la taxe là est forfaitaire. Quelle que soit la valeur du diamant, c'est 110 $. Et si vous ne payez pas cette taxe-là, selon monsieur le gouverneur qui est ici, si vous ne payez pas la taxe et que le diamant est arrêté, vous les propriétaires, vous êtes traqués, vous êtes menés devant même les services qui vont vous torturer parce que vous n'avez pas payé la taxe du diamant. Moi je suis victime, j'ai été torturé une fois à l'ANR avec les câbles électriques, dénudé, j'ai été fouetté. Si j'enlève ma chemise ici, vous pouvez voir des traces. Nous ne voulons pas d'eux vraiment, nous ne voulons pas d'eux. Ces propos ne surprennent pas. Nous sommes, c'est vrai, dans le fief ethnique d'Étienne Tshisekedi, le principal opposant au président sortant. L'ancien rival de Mobutu, ici, a toujours été très populaire. Son fils, d'ailleurs, fait campagne à Mbuji-Mayi. L'autre enfant du pays s'appelle Alphonse, comme le gouverneur. Mais il n'a de commun avec le numéro 1 de la ville que le prénom. Il a bâti sa fortune sur le football. Il exprime le ras-le-bol général. Rappelez-vous l'histoire. Les Ceausescu, les Kadhafi, les Gbagbo et tous les dictateurs qui ont été déchus par le peuple. Vous connaissez leur sort? Même ceux qui étaient soutenus par la communauté internationale comme notre président actuel? Pour ces élections, c'est nous qui décidons. C'est comme un match de football. Si l'arbitre est correct, le public, les deux équipes vont accepter le résultat du match, le verdict. Mais s'il y a moindre fraude, le peuple, comme vous le voyez, ne sera pas prêt à accepter le résultat, n'importe quel résultat. C'est cette fois-ci ou jamais. C'est cette fois-ci ou jamais. Le candidat de l'opposition est certes plus discret, mais il respecte les habitudes du pays. Et partout où il passe, il se dit victime d'intimidation. Les habitants de Mbuji-Mayi ne peuvent cacher leur colère. Ça, c'est le camp militaire. Hein? C'est la souffrance, nous souffrons beaucoup. Hein? Il ne faut pas nous... Non, comme les pouvoirs. Hein? C'est trop. Hein? Nous avons souffert depuis longtemps. Ce n'est pas normal. Hein? S'il s'agit de mourir, on doit mourir à cause de Tshisekedi. Vous comprenez cela? Hein? S'il s'agit de mourir, on doit mourir à cause de Tshisekedi. Ce n'est pas normal. Mourir pour Tshisekedi,
C'est ce qui est arrivé le 28 octobre dernier, au lancement de la campagne électorale. Plusieurs fillettes ont fait les frais d'échauffourées entre la police et les militants de l'opposition. L'une d'entre elles est décédée. Malgré les appels au calme, la campagne à Mbuji-Mayi est restée très tendue. Le gouverneur a été plusieurs fois lapidé. Des manifestants ont été arrêtés. Dans les bureaux de la MIBA, les affaires continuent. On fait comme si de rien n'était. La vente aux enchères de ce dimanche a rapporté $30 000. Les acheteurs viennent récupérer leurs colis. Ils ont visiblement fait une bonne affaire. Quel que soit le résultat des élections, ils resteront dans le circuit. La MIBA n'a exploité à ce jour qu'1 millième de ses réserves. La communauté internationale, elle aussi, continuera ses activités après les élections. Aux portes de la ville, le Programme alimentaire mondial distribue sa nourriture. Dans la province du Kasaï, la moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. La paupérisation de la population est aujourd'hui criante. La situation n'a pas évolué avec une vitesse qu'on aurait bien souhaité. Bon, cela peut se comprendre aussi parce que le pays sort de plusieurs années de guerre. Et même s'il y a des efforts pour quand même les familles puissent assurer leur sécurité alimentaire, ça ne va pas se faire en un jour, ça va prendre du temps. Donc c'est quand peut-être dans la vie d'un peuple, ce n'est pas beaucoup. Mais il faut des programmes quand même sur le long terme qui finiront par améliorer la situation de façon générale. Dans les villages alentours, on continue de creuser à la recherche de la pierre qui brille. Et dans l'espoir de voir un jour le bout du tunnel, les Kasaïens attendent impatiemment la fin de cette période électorale. Et avec nous, Caroline Dumay qui a réalisé ce reportage et qui est en duplex avec nous de Boulungu. Bonjour Caroline, on vient de voir l'ambiance donc dans cette région. Je voudrais qu'on évoque avec vous l'ambiance de ce scrutin dans le reste de la République démocratique du Congo. On se souvient que ce pays a traversé des guerres extrêmement meurtrières et que tout scrutin est un moment de grande tension pour ce pays. Absolument, absolument. Alors vous avez vu à Mbuji-Mayi, effectivement, il y a eu quand même des violences préélectorales et on craint des violences post-électorales. Mais Mbuji-Mayi, c'est aussi le fief de l'opposition radicale, le fief d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi qui s'est toujours opposé au régime du maréchal Mobutu, au régime de Laurent Désiré Kabila, au régime de Joseph Kabila. Et donc c'est normal que dans cette zone, ça soit très tendu. Mais on craint aussi, bien sûr, dans la zone de Kinshasa, parce que Kinshasa, c'est une ville de 10 millions d'habitants, donc tout est possible. En fait, tout dépend où on est dans le pays. Le pays est grand comme l'Europe. Alors, les situations sont très variées. Où je me trouve actuellement, à Boulungu, dans la province du Bandundu, au nord-est de Kinshasa, c'est calme. C'est très calme parce qu'il y a beaucoup moins d'enjeux. Et à la limite, c'est inquiétant parce que les gens ne sont pas très intéressés par le vote. Et ici, on craint plutôt une forte abstention. Ici, on a aussi des taux de pauvreté terribles. Et les élections ne motivent pas nécessairement les électeurs. Voilà, vote pour l'élection présidentielle sur un tour avec également une grosse mobilisation pour les élections législatives. Alors, on va parler du coût de cet exercice démocratique que sont les élections. On l'a vu dans votre reportage, cette distribution d'argent et cet homme qui nous dit ce n'est pas de la corruption, mais on est, lorsqu'il distribue de l'argent à quelques centimes d'euros, mais multiplié par le nombre de candidats et la taille du pays, on est à des coûts totalement faramineux et qui jurent avec la pauvreté de ce pays. Des coups, comme vous dites, faramineux. En fait, pour vous donner une idée, un député ou un candidat, en fait, à l'Assemblée nationale, va dépenser plusieurs centaines de milliers de dollars. Bon, évidemment, s'il a les moyens, et c'est ça un petit peu qui va faire la différence. J'ai parlé avec certains ministres ici, qui se présentent dans leur zone. On parle
de entre 150 000 et 400 000 dollars de leurs deniers personnels. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Nous avons rencontré le président Kabila il y a quelques jours et lui aussi se plaignait un petit peu du coût des élections. Il considère que les élections vont coûter au Congo 300 millions de dollars. 300 millions de dollars, c'est la moitié de ce que le pays investit en infrastructure en une année. Donc c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent pour un pays qui est énorme. Comme vous avez dit, l'élection est gigantesque. Il y a 18 000 candidats pour 500 sièges à la législative. Il y a 11 candidats à la présidentielle. Le tout en une seule journée, c'est un véritable défi. Alors, un dernier mot concernant l'implication de la communauté internationale. Rapidement, Caroline, quel dispositif a été mis en place pour tenter de surveiller et de faire en sorte que ce scrutin soit le plus honnête possible ? La communauté internationale a nettement moins soutenu les élections qu'en 2006. Aujourd'hui, c'est le Congo qui organise ces élections. En 2006, c'est la communauté internationale qui a organisé et qui finançait ces élections. Donc, bien évidemment, il y a des observateurs, bien évidemment, il y a des dispositions qui sont mises. Mais vous savez, c'est quand même très difficile. Dans la province où je me trouve, certaines régions ont la taille de la France. Ici, on n'a pas d'électricité. Si je vous parle en ce moment, c'est parce qu'il y a un groupe électrogène. Donc, on pense que ça sera très difficile pour les observateurs de la communauté internationale d'aller dans tous les coins du pays. On est en plus en pleine saison des pluies. Donc, la surveillance, entre guillemets, de ces élections, elle sera quand même très délicate. Caroline Dumais à Boulungu. Merci beaucoup Caroline d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.